Bonjour et bienvenue, ça fait très longtemps que je n'avais pas posté de nouvelles vidéos ici. Alors je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Vous m'avez tellement manqué dans cette série « Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie ». À chaque vidéo, je vous raconterai l'histoire des ancêtres d'un patient à partir du problème qu'il a et comment il s'est résolu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Caroline, qui souffre de son manque d'argent chronique depuis qu'elle a déménagé au Portugal. Avant, en France, tout allait bien, mais depuis son déménagement, l'argent rentre très difficilement. C'est une femme divorcée de 54 ans, elle est thérapeute. Maintenant qu'elle est au Portugal, elle n'accède plus à cette abondance si désirée. Mais elle ne comprend même pas pourquoi elle est bloquée dans tous les domaines, car forcément, l'argent ne rentrant pas, elle mange moins bien, elle compte chaque centime, et les amours sont au point mort aussi. Heureusement, elle a un potager, donc elle arrive à se débrouiller à peu près pour se nourrir. Et puis ses enfants gagnent bien leur vie en France. Donc le souci est vraiment à son niveau à elle, apparemment. Capucine cherchait un thérapeute qui puisse la sortir de son problème. Donc elle a été sur Internet et elle a vu une de mes interviews où je décrivais la psychogénéalogie qui apporte des réponses aux descendants qui souffrent aujourd'hui de problèmes d'argent, de travail, de reconnaissance, etc. Alors elle m'a contactée très vite, persuadée que je pourrais l'aider dans sa situation. En effet, mon travail est de retrouver une mémoire qui est ancrée dans notre mémoire généalogique et qui, inconsciemment, nous influence dans nos vies. Pour ensuite l'enlever, évidemment, et ça en utilisant plusieurs techniques. Après une étude rapide de son arbre généalogique, je m'aperçois que les aïeules de Capucine étaient des femmes de ménage ou des femmes au foyer. Capucine est la première femme dans son arbre qui veut réussir en mode libéral, en ayant suivi des études spécialisées. Alors que ses aïeules savaient toutes, tout juste lire et écrire. La disparité est vraiment trop importante et révèle une névrose de classe sur Capucine. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une névrose de classe? C'est une mémoire qui agit comme un couvercle chez le descendant qui veut agir différemment de sa famille. Il n'a pas le droit de faire mieux ou de changer de statut social par rapport à sa famille. Et tout est fait pour qu'il ne réussisse pas. Il subit une pression de chaque instant dès qu'il veut réussir autrement. Pour Capucine, il est impératif qu'elle fasse un travail que je lui indique pour défaire cette névrose de classe et obtenir l'autorisation ancestrale de réussir par elle-même. Quand elle revient le mois suivant pour continuer le travail sur son arbre, elle me dit qu'elle s'est sentie immédiatement libérée d'un poids qu'elle ignorait quand elle a terminé les actions que je lui avais indiqué de faire. Elle se sent bien plus légère, malgré l'inquiétude relative au manque d'argent et de travail. Or, comme elle est au Portugal, je ne peux pas la mettre sous hypnose pour explorer l'arbre. Mais du fait que je suis aussi médium, on peut travailler ensemble à partir d'un objectif de travail. C'est-à-dire que nous définissons sa souffrance profonde liée à son contexte financier difficile. Une fois l'objectif finalisé, je travaillerai de mon côté avec mes guides pour avoir l'histoire familiale qui s'y rattache et qui l'empêche de réussir depuis son déménagement. Nous nous retrouverons ensuite pour que je lui révèle cette histoire qui pèse sur elle et les actes symboliques à faire pour transformer ce blocage en énergie positive. Bon, ça, c'est le déroulement classique d'un suivi. Je remonte ainsi les mémoires familiales en médiumnité à partir de la question « Pourquoi je dois vivre dans la misère ?» La première mémoire se déroule côté mère, à la 6e génération, donc on est aux environs de 1840. Nous avons une jeune femme très belle, avec une prestance, elle est élégante, elle a des belles manières, qui font tourner la tête des hommes. Ah, elle est magnétique, mais c'est aussi, surtout, une vraie criminelle. Elle attire les hommes aisés chez elle et elle les tue. Elle les dépouille de leurs bijoux, de leur argent et garde leurs cadeaux avant de faire disparaître les corps. Une vraie tueuse en série. À un moment donné, elle est enceinte, mais elle n'arrive pas à avorter. Alors, elle joue de sa grossesse auprès des hommes pour inspirer la pitié et obtenir des faveurs. Elle se dit qu'après tout, c'est une autre manière de gagner de l'argent et d'obtenir aussi parfois des menus services. Bien sûr, n'ayant aucun instinct maternel, elle sait bien qu'elle n'élèvera pas cet enfant. Il lui sert juste à nourrir son tiroir caisse. C'est pour cela qu'après l'accouchement, elle abandonne l'enfant à l'orphelinat car il ne lui sert plus du tout à part l'encombrer, bien sûr. Donc elle reprend son activité de séductrice et va gagner sa vie comme ça, agréablement, en attirant les hommes, en les dépouillant
et puis en les faisant disparaître de la circulation. Bon, quand même, au bout de quelques années de disparition d'hommes tous fortunés, un policier enquête et par recoupement arrive à localiser notre tueuse en série. La dame a de l'instinct, elle sent le danger se rapprocher, alors elle part aussitôt les jupons pleins d'argent et de bijoux et s'établit bien plus loin, dans une autre ville, certaine de n'être connue de personne. Et puis, juste pour le plaisir, comme ça, elle se prend un amant, histoire de se rassurer sur son pouvoir de séduction. Hélas pour elle, c'était un voleur habile qui lui a tout pris et s'est envolé, laissant la belle endormie et fauchée. Le pire est que le voleur s'est amusé à répandre une rumeur très nocive sur elle. Quand elle s'en est aperçue, elle est repartie aussitôt et a erré dans les chemins, dans le dénuement le plus complet, jusqu'au jour où elle a été attaquée et violée par une bande de malfrats. Incapable de se défendre, elle meurt de ce viol collectif. L'enfant, entre-temps, a grandi dans l'orphelinat, totalement ignorant de son histoire et de celle de sa famille, bien sûr, avec la rage au cœur, jusqu'à ses 15 ans où il est enfin sorti avec une revanche à prendre sur la vie. Et il prend le chemin le plus facile pour lui, la délinquance. Et l'histoire a recommencé. Donc cette histoire laisse à la descendance la nécessité de travailler suffisamment pour vivre, mais avec la peur d'être connu, la fameuse peur d'être pris. C'est cette mémoire que subit Capucine qui l'oblige inconsciemment à ne pas être connu, car cette mémoire lui dit « Attention, si tu es connu, tu seras retrouvé et il va t'arriver des mauvaises choses. » Et Capucine me confie alors qu'effectivement, elle était anisée à l'idée de faire sa publicité, car elle a une peur irrationnelle d'être attaquée ou dénoncée. Elle a peur de se vendre, comme on dit, et donc on comprend bien pourquoi ses affaires ne décollent pas, puisque personne n'est au courant qu'elle existe, tout simplement. Du coup, ne faisant rien, elle vit dans la misère. Et elle comprend aussi pourquoi sa vie amoureuse a toujours été jalonnée d'hommes qui ne l'ont pas respectée. Sa vie amoureuse est un vrai désastre. Les actes symboliques que je lui propose permettent de mettre en évidence le fils abandonné et de lui donner l'amour protecteur et nourricier qu'il n'a jamais eu. En fait, Capucine a eu à écrire à son aïeul, le fils abandonné, en lui racontant l'histoire de sa mère pour le mettre en paix. Et puis, elle est allée dans une église avec une prière que je lui ai préparée pour que la justice de Dieu s'applique à cette aïeule tueuse en série et mettre en paix toute la descendance. Enfin, Capucine devait dédommager les victimes de la mère et du fils, symboliquement évidemment, en versant un euro symbolique pour chacun dans l'urne de l'église. Tout ça sont des actes symboliques, mais qui étaient très importants pour enlever cette mémoire nocive qui pèse sur ses épaules, en tout cas qui pesait. Un mois après, je revois Capucine pour la suite concernant l'autre branche. Toujours pour la question pourquoi je dois vivre dans la misère, en procédant de la même manière en médiumnité et actes symboliques. Elle me dit que là aussi déjà, elle sent que quelque chose est parti. Elle commence à avoir des demandes de patients. Elle sent les prémices d'un renouveau, donc elle attend la suite avec impatience. La deuxième mémoire se trouve côté père, à la 6e génération, à nouveau, dans une province française plutôt pauvre, et on est toujours aux alentours de 1840. Nous avons une petite fille, élevée comme Cosette dans Les Misérables. Elle est l'esclave de toute la famille. De l'aube jusqu'à la nuit, elle s'active dans la maison, le poulailler, le maigre potager et bien sûr le marché pour les courses à faire. Elle ne se plaint pas, parce que c'est toujours ce qu'elle a connu depuis ses 2 ans, où sa mère l'a estimée suffisamment forte pour travailler à la maison. Elle a 16 ans quand elle rencontre un jeune homme au marché. Il lui conte Fleurette. Il la trouve charmante, un peu maigrichonne, mais bon, elle est jolie et agréable. Il la courtise ainsi pendant plusieurs mois, parce que la jeune fille est un peu sauvage. Elle n'a jamais rencontré d'homme, et encore moins qui la complimente, qui la courtise. Elle se laisse aller à son ton de voix gentil et les belles choses qu'il lui dit. Un jour, il la demande en mariage. Elle est folle de joie. Elle découvre l'amour, le vrai, et ce sentiment étrange qui grandit en elle. Le jeune homme va trouver sa famille pour se déclarer officiellement, mais la demande est refusée, parce que la famille perdrait leur esclave. Être séparés toute leur vie leur apparaît impossible. Alors, aussitôt, les jeunes gens s'enfuient dans la nuit et courent jusqu'à trouver une carriole qui les emmène très loin de leur village. Une fois tranquilles, ils ont pu se marier. Enfin heureux! Mais curieusement, le mariage transforme notre jeune marié qui devient jaloux,
soupçonneux, jusqu'à devenir violent envers sa femme. Et le pire a été quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Ah mais pour lui, il était certain que le bébé était d'un autre homme. Les coups de poing aidés par l'alcool se sont intensifiés, au point que la jeune femme a fui ce foyer devenu dangereux, en prenant une diligence qui l'a emmenée mais très loin dans un autre pays, au Portugal. Elle s'y est sentie en sécurité, mais en étant enceinte, personne ne voulait la loger ni lui donner du travail. Elle a fini par accoucher dans la rue, affamée, dans une misère noire. Elle est morte avant d'avoir pu couper le cordon ombilical. Un orphelinat a recueilli l'enfant qui, curieusement, a été rebelle et indiscipliné toute sa vie. Pendant ce travail, sous forme d'actes symboliques, nous avons remis les parents de la jeune femme entre les mains de la justice divine pour l'avoir traitée comme une esclave, ainsi que toutes les personnes qui ont refusé leur aide à la jeune femme alors qu'elle était enceinte et à la rue. Nous avons donné l'amour protecteur et nourricier à la jeune femme et à son enfant. Nous avons renoué leurs liens familiaux et leur avons permis de recevoir l'abondance positive dans leur vie. Un mois après, quand nous faisons le bilan, Capucine est radieuse. Elle a déménagé dans un appartement lumineux avec un cabinet près de chez elle qu'elle partage avec une autre thérapeute. C'était vraiment une double opportunité complètement inattendue pour Capucine. Elle a refait ses cartes de visite, elle a fait des affichettes pour le cabinet et elle a créé une page Facebook. Tout ça pour se faire connaître sans crainte, bien au contraire. De plus, la propriétaire du cabinet lui a proposé une petite salle pour les méditations qui, cerise sur le gâteau, lui est offerte. Elle a enfin une clientèle régulière et une stabilité financière qu'elle avait tellement attendue. Elle me dit que sa vie a vraiment changé et qu'elle réfléchit à mettre en place les soins à distance. Pour elle, c'est une libération, car cette mémoire dont elle n'avait pas conscience influençait beaucoup sa vie sans qu'elle ne le sache. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si vous aussi, vous vivez ce genre de choses ou d'autres problèmes, vous pouvez me contacter par mail parce que vous avez vu que je travaille également à distance. Là, pour Capucine qui était au Portugal, c'était le cas. Donc, contactez-moi et nous verrons ensemble si votre problème peut venir d'une mémoire ancestrale. D'ailleurs, si vous souhaitez apprendre à défaire une névrose de classe, vous pouvez aller sur le lien sous la vidéo qui traite ce thème. Donc, je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à très bientôt.